Alors bonjour les amis de la forêt, alors aujourd'hui je vais vous parler d'un fait divers assez atroce qui a eu lieu aux États-Unis, en Floride en 1989, avec le triple meurtre d'une femme et de ses deux filles qui ont été retrouvées dans la baie de Tampa. Alors j'avais eu vent de cette affaire par l'excellente émission Les Enquêtes Impossibles, avec des enquêtes qui étaient narrées par l'inimitable Pierre Bellamar, qui est décédé il y a peu, et je crois que c'était l'été 2012 sur une chaîne française, tous les après-midi, en fait, il projetait trois épisodes des séries impossibles, des enquêtes impossibles, et je pense que c'est un des faits divers qui m'avait le plus marqué, par son atrocité notamment, mais aussi par les conditions de résolution de cette affaire un peu particulière. Alors le 26 mai 1889, Joan Rogers et ses deux filles, Michelle 17 ans et Christelle 14 ans, quittent leur exploitation agricole du Wilshire, dans l'Ohio, dans le centre des États-Unis, pour partir en vacances en Floride, en voiture. C'est la première fois en fait qu'elles sortent de l'Ohio et qu'elles vont en vacances en Floride pour découvrir les plages et le soleil. Les pauvres, elles n'ont pas eu de chance. Alors le 1er juin, elles prennent une chambre d'hôtel à Tampa Bay. Tampa Bay, c'est une grande cité floridienne sur le golfe du Mexique. Alors ça me rappelle quelque chose parce que j'ai visité cette ville en 1991 puisque j'étais en Floride à l'époque, j'étais resté 3 mois et demi et donc j'étais passé par Tampa Bay et surtout par Sarasota, qui est une mignonne cité balnéaire au sud de Tampa, où à l'époque il y avait un festival du film français. Donc cette histoire en plus me rappelait mes voyages, moi aussi aux États-Unis, et plus particulièrement en Floride. Alors le 4 juin, des plaisanciers qui naviguent en fait sur la baie de Tampa vont découvrir des corps flottants dans la mer, et donc vont avertir les autorités. Assez rapidement, les corps sont repêchés, et on s'aperçoit que bon, c'est le corps de 3 femmes, une adulte et 2 adolescentes, et que apparemment elles ont été tuées, assassinées, tout simplement parce que leurs pieds et leurs poings sont liés, et qu'en plus elles sont lestées avec des pierres pour que leur corps coule et ne soit jamais découvert. Or le tueur s'était un petit peu trompé, tout simplement parce qu'avec la décomposition des corps, sous l'effet de la chaleur et de l'eau, les corps en décomposition ont produit des gaz, les gaz ont gonflé les corps, et les corps sont remontés malgré qu'ils soient lestés par les pierres. Et donc c'est comme ça en fait que les 3 corps vont être découverts. Ils auraient pu disparaître à jamais. Alors l'autopsie va révéler que les 3 femmes sont mortes noyées, donc elles ont été jetées à l'eau, tout simplement parce qu'elles ont de l'eau dans les poumons. Si elles avaient été jetées mortes dans l'eau, elles n'auraient pas d'eau dans leurs poumons. Alors, la police ne peut pas identifier en fait ces 3 corps, puisqu'il n'y a pas de papier d'identité, mais le fait divers atroce va être diffusé dans la presse locale, et là, il y a un hôtelier qui va avertir les autorités, comme quoi 3 de ses clientes qui étaient arrivées le 1er juin, qui avaient loué une chambre dans son établissement, n'étaient plus revenues, elles s'étaient installées, et puis elles avaient disparu. Donc la police va rapidement perquisitionner cette chambre, et là, plus aucun doute, ils vont identifier en fait les 3 victimes, puisque c'était les 3 personnes qui étaient dans cet hôtel. Bon, elles vont être identifiées par leur empreinte digitale et aussi par des photos que les policiers vont retrouver dans la chambre et qui évidemment ressemblent aux 3 corps trouvés dans la baie de Tampa. Alors le mari, qui est agriculteur, qui est éleveur, Joe Rogers, va être un temps soupçonné, mais va être vite écarté tout simplement parce que il travaillait à plusieurs milliers de kilomètres de la scène de crime et il était physiquement impossible pour lui d'être dans son exploitation et en Floride en même temps. Donc il va être rapidement écarté. Alors, assez rapidement, les policiers vont connaître la marque de la voiture des 3 victimes et ils vont repérer cette voiture sur le port de Tampa. Apparemment, elle est garée depuis une semaine. Et dans cette voiture, ils vont faire une découverte très intéressante, parce que sur un prospectus touristique, qui est sur le tableau de bord, ils vont s'apercevoir qu'il y a 2 écritures, en fait, il y a 2 personnes qui ont écrit. Alors, il va y avoir une expertise, alors, il y a 2 phrases à peu près, il y a 2 phrases distinctes, il y en a une qui
qui prévoit un rendez-vous le 1er juin en fin d'après-midi sur le port. Là, ça fait un petit chez les policiers. Et il y a une deuxième phrase avec une écriture différente qui indique en fait le chemin pour aller à l'hôtel. Donc très vite, en fait, les enquêteurs vont émettre l'hypothèse que les trois femmes, en fait, cherchaient leur hôtel lorsqu'elles sont arrivées à Tampa, qu'elles ont demandé à quelqu'un le chemin de leur hôtel, et que ce quelqu'un leur a indiqué en écrivant sur le prospectus comment aller à cet hôtel, et leur a proposé de visiter en fait la baie de Tampa en bateau en fin d'après-midi pour admirer le crépuscule. Troisième élément intéressant, c'est que en analysant ce papier à l'anhydrine avec un procédé chimique, ils vont faire sortir en fait une empreinte palmaire. Alors l'empreinte palmaire, c'est l'empreinte de la paume de la main, partielle. Elle est unique comme les empreintes digitales, et les enquêteurs vont émettre l'hypothèse que cette empreinte palmaire, qui n'appartenait pas en fait aux trois femmes, c'est l'empreinte du tueur. Mais à l'époque, il n'y a pas de fichier automatisé qui recense, qui collationne les empreintes digitales ou palmaires, et donc, sans suspect, cette empreinte palmaire, elle ne sert pas à grand chose. Alors, il y a une enquête des policiers qui est faite dans le milieu des plaisanciers, parce que les enquêteurs, comme je vous l'ai dit, pensent qu'on a proposé à ces femmes de faire un petit tour de bateau sur la baie de Tampa. Dans les stations balnéaires, il est assez courant que quelques plaisanciers, pour amortir un petit peu le prix de leur bateau, se livrent à cette petite activité illicite, puisque ils n'ont pas l'autorisation de faire ça. Et donc les policiers vont enquêter auprès du milieu des plaisanciers de Tampa pour essayer de trouver des gens qui se livrent à cette activité. Ils vont en interpeller un ou deux, dont un qui a un casier judiciaire, mais très rapidement il va être écarté parce qu'il avait un alibi. Alors, les enquêteurs, ils sont un peu démunis, parce que apparemment, entre les victimes et leurs tueurs, il n'y avait aucun lien, ni amical, ni familial, ni de quelconque nature. Ils étaient là au mauvais endroit, au mauvais moment. Et donc, comme il se fait souvent aux États-Unis, les autorités décident de récompenser de 25 000 $ toute information concernant ce triple meurtre. Et donc, ils affichent à la sortie de la ville de Tampa et de Saint-Pétersbourg, qui est un bourg juste à côté de Tampa, les photos en fait des victimes et la récompense 25 000 $. Mais il n'y a aucune remontée. Mais il va y avoir quand même une nouvelle piste, parce que les policiers vont faire le rapprochement avec une plainte d'une touriste canadienne 2 semaines avant le triple meurtre, une certaine Judith Blair, qui avait été abordée sur le port de Tampa par un individu d'une 40aine d'années, qui lui avait proposé de faire un tour sur la baie de Tampa au crépuscule pour admirer le coucher du soleil. Cette femme avait accepté, et lorsqu'elle était montée sur le bateau et lorsqu'il s'était dirigé un peu en pleine mer, l'homme s'était jeté sur elle et avait commencé à la violer. Et de manière un petit peu miraculeuse, la femme avait réussi à tromper un petit peu l'attention de son violeur. Elle avait réussi à se jeter dans l'eau. La nuit tombée, donc son agresseur n'avait pas pu la retrouver même sur son bateau, et miraculeusement, à la nage, elle avait pu rejoindre le rivage. Elle était allée porter plainte et elle avait pu ébaucher un portrait robot de son agresseur. Ce portrait robot avait été diffusé dans la presse, mais il n'avait pas été reconnu apparemment par les lecteurs. Mais en tout cas, lorsqu'on voit son portrait robot et lorsqu'on voit le visage d'Oba Chandler, on s'aperçoit que les deux sont extrêmement ressemblants. Alors les mois vont passer, les années même, puisqu'on est en 1992, près de 3 ans après ce triple meurtre, et la police, en désespoir de cause, va essayer une nouvelle méthode pour essayer d'attraper et d'identifier ce tueur, notamment en placardant autour de la ville, pas seulement la récompense de 25 000 $, mais l'écriture du tueur. Rappelez-vous l'écriture qu'il y avait sur ce prospectus touristique trouvé dans la voiture des victimes, écriture qui n'était pas des 3 femmes, et qui indiquait notamment le chemin pour aller à leur hôtel. Alors cette écriture, elle est assez particulière, je vais vous montrer ce qu'elle a de particulier. Là, vous voyez un mot, c'est un mot d'Oba Chandler qui dit qu'il est innocent.
le jour de sa condamnation à mort, de son exécution, et on remarque très bien dans l'écriture d'Oba Chandler que ce dernier écrit les T systématiquement en majuscule. Hein, remarquez, statement, les T sont en majuscule alors que ils ne commencent pas le mot. En général, lorsqu'une lettre est dans le mot, on ne la met pas en majuscule, on la met en minuscule. Hein, la majuscule, c'est pour commencer notamment un mot et une phrase en général. Donc, cette écriture est assez atypique et assez particulière. Et donc, les autorités affichent l'écriture du tueur, la récompense, 25 000 $, avec l'information, si tu reconnais cette écriture, tu sais peut-être qui a tué la famille Rogers. Et là, miracle, il y a une femme qui habite Tampa, et qui reconnaît l'écriture de son maçon, qui était son voisin aussi. Hein, elle avait entrepris de faire des travaux dans sa maison, elle avait embauché un de ses voisins qui était maçon, et ce maçon, qui s'appelait Oba Chandler, lui avait fait un devis, donc elle avait son écriture, et les travaux avaient été faits. Elle n'avait pas été très contente d'ailleurs de ces travaux, elle s'était un peu embrouillée avec Oba Chandler, mais lorsqu'elle voit en fait ces affiches avec l'écriture du supposé tueur, elle se dit « mais c'est l'écriture de mon maçon, c'est l'écriture d'Oba Chandler ». Elle reconnaît ces fameux T en majuscule au milieu des phrases. Alors bon, elle hésite, elle doute, et puis cet Oba Chandler, elle le trouve un peu bizarre, c'est son voisin, elle le voit souvent déambuler, promener son chien à la tombée de la nuit, dans la rue qui borde son domicile, et elle le trouve un peu curieux, cet homme, il lui fait un peu peur en fait, parce qu'elle a l'impression que cet Oba Chandler se livre à des activités un peu voyeuristes. Mais bon, peut-être elle se fait des idées. En tout cas, elle décide, plusieurs semaines après, d'écrire à la police, aux autorités, en disant, voilà, je suis madame Untel, et je pense que cette écriture est l'écriture de monsieur Oba Chandler, contactez-moi. Voilà. Alors évidemment, les policiers ont eu des dizaines et des dizaines de retours par rapport à cette affiche. Bon, évidemment, une récompense de 25 000 $, ça aiguise les appétits des uns et des autres. Puis quand il tombe sur cette lettre, bon, il convoque la dame, puis la dame réitère ce qu'elle pense que cette écriture est celle d'Oba Chandler. Alors les policiers font faire une analyse graphologique par un expert, et là l'expert est sûr et certain, les deux écritures sont identiques. La graphologie n'était pas une science exacte, complètement exacte, les policiers commencent à creuser la piste Oba Chandler. Et là, ils s'aperçoivent que cet Oba Chandler, il a un casier judiciaire bien fourni. Alors certes pour des petits délits, mais quand même, il a été arrêté plusieurs fois lorsqu'il était jeune pour des faits de cambriolage, et surtout, il a été aussi arrêté pour des faits d'exhibitionnisme. Tiens, apparemment, cet homme aurait une libido un peu particulière. Donc là, les policiers pensent qu'ils détiennent leur tueur, et ils vont interpeller Oba Chandler, qui a déménagé, qui n'habite plus Tampa, hein, qui habite en fait à côté de Daytona Beach. Ça me rappelle quelque chose, puisque j'y suis resté 3 mois à Daytona Beach en 1991. Et ils auditionnent cet Oba Chandler, ils enquêtent évidemment, ils auditionnent aussi sa femme, puisqu'il est marié. Et là, bingo, ils s'aperçoivent que, Oba Chandler avait un bateau à l'époque du triple meurtre, bateau qu'il a vendu depuis, tiens, curieux, juste après d'ailleurs le triple meurtre, et en interrogeant sa femme, ils s'aperçoivent que la nuit, en fait, où a eu le meurtre, Oba Chandler n'était pas là. Et sa femme dit, elle dit même qu'elle se rappelle qu'il était parti en bateau sur la baie de Tampa. Bon, alors là, franchement, la tête d'Oba Chandler, elle est fournie sur un plateau, même par sa propre femme. Je pense que sa femme ne devait plus le supporter. Mais ce qui va faire basculer complètement aussi cette enquête, c'est que, rappelez-vous, la touriste canadienne qui avait été agressée sexuellement par un homme de 40 ans qui lui avait proposé de faire un petit tour en bateau sur la baie de Tampa. Cette femme, cette Canadienne, elle est convoquée en Floride. Elle est mise en présence dans un tapissage à Oba Chandler, et elle le reconnaît formellement. Derrière une vitre sans teint, elle le reconnaît formellement. Donc Oba Chandler est reconnu comme étant le violeur d'une touriste canadienne,
qui lui avait proposé notamment de faire un petit tour sur la baie de Tampa en bateau. Tiens, ça nous rappelle quelque chose. L'écriture d'Oba Chandler est la même que celle sur le prospectus touristique, écriture qui indique comment aller à l'hôtel. Donc, Oba Chandler a rencontré les 3 femmes. J'ai oublié l'empreinte palmaire qu'on avait retrouvée sur ce prospectus. Le prospectus correspond à celle d'Oba Chandler. Et enfin, bon, sa femme indique que le soir même, il était en bateau sur la baie de Tampa, puisqu'il lui avait téléphoné comme quoi il serait en retard, il avait un problème de moteur. Donc ça commence à faire beaucoup. Évidemment, Oba Chandler est inculpé de viol et de meurtre. Donc en 1992, 3 ans après ce triple meurtre. Et il va être jugé en 1994, et il va être reconnu coupable et condamné à mort. Il faut dire que ce triple meurtre était particulièrement horrible, puisque je rappelle quand même qu'il a dû violer la mère et les 2 filles sur son bateau. Je vous laisse imaginer l'horreur de la scène, puisque les 3 femmes se sont vues mourir, puisqu'après il les a jetées une à une, ligotées dans la mer, alors qu'elles ne savaient pas nager. On peut imaginer l'atrocité de cette scène. C'est pour ça que ça m'avait marqué quand Pierre Bellemare l'avait raconté. Je crois que j'ai rarement entendu une scène de crime aussi atroce. Alors, Oba Chandler donc est condamné à mort en 1994, et il va être exécuté par injection létale le 15 novembre 2011. Il faudra près de 17 ans pour qu'il soit exécuté. Donc il est resté 17 ans dans les couloirs de la mort. Je rappelle qu'aux États-Unis, ça peut être très très long entre la condamnation à mort et l'exécution, parce que, évidemment, les États-Unis sont un état de droit, et les condamnés peuvent faire appel, et même peuvent demander la grâce, qui n'a pas été accordée au Oba Chandler. On comprend pourquoi. Donc il est exécuté, il avait 65 ans. Il a laissé un mot, le jour même de son exécution, le 15 novembre 2011, où il écrit que l'État de Floride va tuer un innocent. Bon, évidemment que Oba Chandler n'était pas innocent. On a beaucoup de preuves à charge contre lui, et je rappelle qu'il a été aussi formellement reconnu par la touriste canadienne comme étant son violeur. Mais 3 ans après l'exécution d'Oba Chandler va revenir, si je puis dire, de l'au-delà, parce que un vieux cold case qui datait de 1990, c'était une jeune femme de 20 ans qui avait été retrouvée morte en Floride, à Sunrise, Evil Eyes Vagaries, et on n'avait pas pu à l'époque découvrir qui était son tueur. En fait, 24 ans plus tard, une analyse ADN d'éléments biologiques trouvés sur le corps a prouvé que l'ADN qui était sur le corps de la malheureuse était celui d'Oba Chandler. Donc évidemment, les policiers ne vont pas se contenter de ça, parce que l'ADN, c'est une preuve incroyable, mais bon, il vaut mieux essayer de trouver d'autres éléments en charge. Et là, les enquêteurs vont s'apercevoir qu'à l'époque, en 1990, Oba Chandler travaillait à côté, en fait, de la jeune femme, de là où travaillait la jeune femme. Donc évidemment, c'est certainement dans le cadre de son travail qu'il avait dû repérer Evil Eyes Vagaries, qui était une jeune femme de 20 ans, très jolie, et qui a été découvert, violée et tuée. Un temps, son mari avait été soupçonné, puisque c'est lui qui avait informé les autorités qu'elle avait disparu, mais il avait été rapidement écarté. Donc, 3 ans après l'exécution d'Oba Chandler, ce dernier est considéré comme un serial killer, puisqu'on découvre qu'il a tué une autre femme en 1990, c'est-à-dire 1 an après le triple meurtre. Il ne m'étonnerait pas que de 90 à 92, Oba Chandler ait fait d'autres victimes. Voilà, je vous remercie, à bientôt.